bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo d'histoire, géographie, géopolitique sur, 2 grands espaces, 2 grands types d'espaces. D'un côté, vous avez l'espace maritime, mer, océan et cetera et d'un côté l'espace, donc l'espace au sens premier du terme, l'espace spatial. Alors je vais d'abord vous présenter, en fait, je vais vous présenter un petit peu les 2 en même temps. C'est-à-dire que je vais passer d'un côté à l'espace spatial, d'un côté à l'espace maritime. Je vais faire un peu d'aller-retour entre ces 2 grands espaces, mais je vais vous enseigner cela, vous expliquer cela, par des définitions, des exemples, des dates, selon différents contextes. Donc un contexte, géopolitique, historique, économique, technologique, on pourrait dire, et cetera. Alors, je vais commencer. Donc, tout d'abord, les espaces maritimes, donc mer, océan, etc., sont un milieu liquide, contraignant et méconnu à l'époque. Donc, à l'époque, on ne savait pas trop ce que c'était, on ne connaissait pas trop. Au fur et à mesure des époques, donc pour l'aspect historique, ça s'est développé et on a commencé à de plus en plus découvrir, entre guillemets, bien connaître les espaces maritimes et à les exploiter en conséquence. Par exemple, pour le commerce, pour l'exploitation des ressources halieutiques, tout ce qui est poissons, mammifères marins, etc. Enfin, il y a quand même des conditions pour la pêche des mammifères marins, comme tout ce qui est pêche de baleines, etc. Il y a certaines conditions, pêche de requins, enfin c'est très particulier. Mais sinon, tout ce qui est pêche classique, pêche de poissons, a priori c'est autorisé. Évidemment, à chaque fois, il y a des quotas ou des choses comme ça qui sont imposés en fonction des États. Donc en fonction du pays, enfin ça dépend. Et il y a plusieurs conventions qui organise un petit peu le droit de la mer et les tribunaux en conséquence. Donc, une des grandes conventions connues, c'est celle de 1982, appliquée en 1994. Donc, elle a été, on va dire, énoncée, créée en 1982, mais elle rentre, elle est vraiment imposée à partir de 1994. C'est la grande convention connue de Montego Bay. Une convention qui un petit peu ordonne, enfin, une convention sur le droit de la mer, qui structure en fait l'exploitation de l'espace maritime par les différentes puissances, qui met des droits, des autorisations, qui en fait le structure. Donc voilà. Pour les espaces maritimes, donc vous avez plusieurs océans et mers. Donc le plus connu, océan Pacifique, océan Indien, océan Atlantique. Vous avez l'Arctique, vous avez ensuite pour les mers, mer du Nord, la Manche, la mer Méditerranée, la mer Morte, la mer Rouge, la mer Noire. Enfin bon, il y en a plein, je ne vais pas tout citer. En tout cas, pour vous dire qu'il y a plusieurs espaces maritimes où il y a des ressources halieutiques qui sont présentes et qui sont exploitées. Et donc c'est ce qui va être source de tension ou de coopération entre puissances, puisque parfois il y en a qui vont surexploiter par exemple les ressources halieutiques, donc tout ce qui est poisson, etc. Il y en a qui vont surpêcher, et par conséquent ça va créer des tensions, puisqu'il y a une forme d'inégalité dans l'exploitation. Il y a des pays qui vont plus exploiter, donc créer plus de richesses, à l'inverse d'autres qui vont moins pouvoir exploiter, donc moins gagner d'argent, enfin moins produire de richesses. Et donc ça va être géré, ou même un petit peu tout ce qui est la gestion du narcotrafic, des trafics de stupéfiants en mer, tout ça va être géré par des tribunaux du droit maritime. Donc en lien notamment avec la Convention Montego Bay, ou en lien avec tout ce qui est les grandes organisations comme l'ONU, donc l'ancienne SDN, et d'autres, on va dire, associations de groupements d'organisations mondiales. Ensuite, donc là on passe à l'espace. Pour distinguer en fait les deux, il y a une ligne qui a été inventée, donc c'est une sorte de convention, la ligne de Kármán, K-A-R-M-A-N, qui sépare, si vous voulez, l'espace maritime, donc mer-océan, et l'espace spatial. Et en fait, cette ligne, elle se situe entre les deux à 100 km. Donc en fait, elle se situe à 100 km au-dessus des océans, et c'est cette ligne qui distingue vraiment, qui crée une frontière entre, d'un côté, l'espace maritime, avec mer et océan qui est sur le globe, qui est rattaché à l'espace terrestre, et d'un autre côté, l'espace hors du globe, donc l'espace en tant que tel, l'espace spatial. Voilà, donc les contraintes de l'espace maritime à l'époque, c'est que c'était pas très connu, enfin voilà, bon, maintenant on connaît bien. Et les inconvénients de l'espace en tant que tel, c'est qu'il y a une absence d'air et de gravité. Donc absence de gravité, absence d'air. Donc par exemple, on ne peut pas habiter, on ne peut pas respirer, et donc par conséquent, pas habiter sur toutes les autres planètes, Mars, Mercure, Vénus, Jupiter, etc. Bon, Mars, je le compte pas trop parce que bon, avec les projets spatiaux, comme par exemple avec l'entreprise SpaceX ou Elon Musk,
On ne sait pas trop si Mars va pouvoir être exploité à l'avenir, mais en tout cas, actuellement, c'est pas vraiment le cas, enfin pas encore ou pas totalement le cas. Donc actuellement, en tout cas au jour d'aujourd'hui, je sais c'est un pléonasme, petite figure de français. En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas vivre sur Mars ou les autres planètes par l'absence d'air. Deuxième contrainte, les températures extrêmes, il fait très chaud, on est dans les centaines, voire même les milliers de degrés Celsius. Donc après, à Fahrenheit, c'est encore plus, hein, c'est multiplié par 3, si je ne dis pas de bêtises, ou plus. Et la distance, c'est à 9,4 milliards d'années-lumière, enfin 9,4 milliards de kilomètres. Donc ça fait beaucoup, très beaucoup, c'est immense. Donc voilà pour cette distinction. Ensuite, donc là, je reviens sur l'espace maritime en tant que tel pour vous donner quelques idées de l'exploitation de cet espace, où maintenant c'est donc au-delà de l'exploitation, on va dire économique par l'exploitation des ressources halieutiques, tout ce qui est poisson, etc. pour la pêche. Il y a également, enfin là, il y a surtout l'outil, un peu l'exploitation politique, diplomatique qui est utilisé. Par exemple, on va développer la surveillance maritime, donc tout ce qui est détroit et canaux, donc canal de Panama, canal de Suez, détroit de Bering, détroit de Malacca, détroit de Bab el-Mandeb. Donc tous ces détroits et canaux qui, on va dire, sont des corridors, donc pas des corridors de développement par rapport à l'ancienne vidéo. D'ailleurs, il y a des notions qui se lient, hein. On va voir là quand on parle d'océan, quand on parle de mondialisation, de relations, ça se lie à la précédente vidéo que j'ai faite sur tout ce qui est dynamique territoriale, tension et coopération, ça se lie. En tout cas, voilà, on va surveiller en fait tout ce qui est ces détroits et les canaux. Donc c'est ça, on pourrait dire des corridors. En fait, ça c'est des corridors. Il y a des échanges entre deux États ou plusieurs États. Donc c'est des corridors, des passages plus ou moins grands où il y a un transport maritime qui est effectué. Enfin, il y a on va dire oui, un transport qui est effectué. Où il va y avoir des échanges de marchandises. En fait, c'est comme une autoroute, mais si vous voulez, aquatique, maritime. Ça, c'est le premier point, développement de la surveillance maritime. Ensuite, surveillance des flux irréguliers, donc tout ce qui est trafic de drogue, narcotrafic, trafic de stupéfiants, attaques, etc. Premier point. Et deuxième point, la surveillance vers l'Arctique, puisque on cherche à créer de nouvelles routes vers l'Arctique, donc c'est vers le détroit de Bering, là, entre, si vous voulez, la Russie, donc la région de la Russie, et une région de Russie et les États-Unis. Donc c'est entre l'Alaska et une partie, enfin entre les États-Unis et la Russie, si vous voulez, pour faire général. Et le but, voilà, est d'accéder à l'Arctique, puisque qu'est-ce qu'on trouve en Arctique? C'est du GNL, du gaz naturel liquéfié, donc c'est une grande ressource très utile pour faire fonctionner les transports, même le gaz, ça sert pour faire la cuisine, pour réchauffer, etc., pour faire plein de choses. Donc le gaz, on en a besoin au quotidien. Et donc c'est un vrai point de tension, de coopération soit sur le partage, on va partager un petit peu l'accès, les territoires, l'exploitation, en instaurant des quotas ou des conditions, ou alors ça va être justement une source de tension parce qu'il va y avoir des inégalités, de la surexploitation, etc. Je me permets d'ailleurs de vous donner une définition globale. Donc une définition importante, c'est la projection. Qu'est-ce que c'est la projection? C'est la diversification des moyens pour agir partout sur le globe. Donc là, on parle pas du globe, donc ça inclut justement ces espaces maritimes. Donc là, on parle pas de l'espace spatial, l'espace au sens premier du terme, c'est hors planète, c'est hors du globe. Mais donc, la projection, en fait, c'est les diversifications des moyens. Donc, on utilise tous les moyens politiques, économiques, culturels, diplomatiques, économiques, sociologiques, enfin tous les points, tous ces moyens pour intervenir, pour agir partout sur le globe. Dans l'espace marin, vous avez, enfin dans l'espace maritime, vous avez aussi donc voilà la surveillance, le contrôle en fait des armes, donc des déplacements d'armes, donc ogive nucléaire, donc voilà surveillance par SNA ou SNLE, donc sous-marin nucléaire lanceur d'engins ou sous-marin nucléaire d'attaque, SNA, SNLE. Et donc l'objectif des États, c'est de contrôler leurs ZEE, donc les zones économiques exclusives, donc en fait leur zone aquatique qui leur est réservée. Donc par exemple, si vous voulez, l'océan Atlantique, donc partagé entre d'un côté les États-Unis et de l'autre côté l'Europe, enfin plus particulièrement la France, il va y avoir un partage, il va y avoir des ZEE, donc c'est plusieurs kilomètres. Donc il va y avoir la ZEE française, c'est notre zone aquatique à nous, et la ZEE des États-Unis. Voilà. Et donc c'est dans cette ZEE, comme c'est notre espace, où on peut gérer un petit peu l'exploitation des ressources halieutiques,
des ressources, enfin d'hydrocarbures s'il y en a. Si on veut nager, pêcher, enfin toutes les activités qu'on veut faire, on est libre. Donc c'est la ZE. En tout cas, c'est de la contrôler, éviter justement qu'il y ait des problèmes, attaques, narcotrafic, trafic de stupéfiants, trafic de drogue, tous les trafics, enfin tout ce qui est illégal, tout ce qui est nuisible. Donc en tout cas, garantir l'exploitation des ressources, contrôler la navigation par conséquent, c'est les objectifs qu'ont les États. Et en fait, tout ça, ça se fait depuis chez eux. Ça peut se faire depuis les ports, hein, port de Toulon, port du Havre, etc. Ça peut se contrôler à distance. Mais il y a quand même, on va dire, une marine mobile qui est en SNA, en SNLE ou sur d'autres navires, donc à la surface de l'eau ou dans le sous-marin, donc en profondeur, qui contrôle justement cela. Donc parfois, il y a des antennes connectées. Il y a aussi la gestion, par exemple, la fibre optique, où est-ce qu'elle s'arrête, etc. Donc les fibres optiques qui sont sous l'eau, il y a ces gestions-là. Voilà pour des exemples là, donc on va peut-être y revenir après, mais en tout cas voilà pour l'espace maritime. Et ensuite on va passer avec l'espace spatial où en fait pareil on va le découvrir et on va chercher à l'exploiter sous différents aspects économiques, politiques, culturels. Et ça va être surtout un enjeu de tension, euh, premièrement donc, enfin, pendant la guerre froide, pendant la guerre du Golfe entre 1990 et 91, avec l'imposition de nouveaux satellites qui permettent les suivis de la télécommunication, donc téléphoner, communiquer, de géolocalisation, donc géolocaliser quelqu'un à l'arrêt ou en déplacement pour le conduire quelque part, les itinéraires par exemple, ou observation, analyser, bah, là c'est vraiment observer, en fait, c'est une caméra géante. Et donc ça va être comme je dis, un enjeu en fait avec des tensions, puisque par exemple pendant la guerre froide, c'est pas une guerre, on va se battre, mais c'est une guerre plutôt morale, où en fait le but, donc il va y avoir deux puissances opposées, bloc de l'Ouest, bloc de l'Est, donc bloc de l'Ouest avec les États-Unis, bloc de l'Est avec l'URSS, à cette époque, donc c'est pas la Russie, mais c'est l'URSS, qui vont se battre, si vous voulez, moralement, en essayant chacune, enfin de leur côté, chacune individuellement, d'affirmer leur puissance et de se mettre en concurrence par rapport à l'autre. Donc ça va être le cas par exemple avec l'envoi, enfin les tests sur la Lune ou dans l'espace, avec l'envoi de Laika, la chienne Laika, en premier par l'URSS. Ensuite, l'USA va envoyer donc c'est le premier animal, hein, un chien. Premier humain, Neil Armstrong, par les USA. Bon, après, il y a plein d'autres exemples. Mais en fait, ces envois, donc, c'est pour se mettre en concurrence, ça permet de souligner l'aspect technologique, donc les progrès techniques qui ont été faits pour exploiter l'espace. Ensuite, il y a l'enjeu, enfin l'aspect économique, toutes les dépenses qui ont été réalisées. Et j'en viens, je vous donne un exemple aux dépenses. Donc, il y a aussi l'aspect politique, la concurrence, etc. Aspect diplomatique, tous ces aspects, géopolitique, enfin ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez les exemples, donc des exemples pour l'aspect économique. Exemple 2023, budget mondiaux spatiaux, 117 milliards de dollars. Je répète, 117 milliards de dollars. Donc ça veut dire que les budgets mondiaux dédiés à l'espace en 2023 étaient de 117 milliards de dollars, ce qui est juste énorme. Et les États-Unis en tant que tels avaient une part de 26 milliards de dollars. Eux, ils ont dépensé 26 milliards de dollars à eux seuls, ce qui est tout juste énorme. Et la Chine, 10 milliards de dollars. Donc la Chine, on n'en parlait pas trop. Donc la Chine, c'est en 2022, mais elle, c'est quand même bien développé, parce que la preuve, si en 2022, elle a dépensé elle a consacré à l'espace 10 milliards de dollars, c'est quand même que elle a quand même investi, elle s'est bien développée. Prenons, je vais vous donner deux autres définitions. Première, la deuxième, excusez-moi, militarisation. Donc c'est en fait c'est la militarisation d'un espace. En fait, c'est un espace qui est dédié à l'aspect militaire, à usage militaire. Donc, par exemple, on va utiliser l'espace maritime comme espace militaire pour soit attaquer avec les SNA, SNLE, ou alors surveiller, contrôler, et en fonction attaquer s'il y a des trafics de stupéfiants, trafic de drogue, narcotrafic, les attaques pour contre-attaquer, pour défendre, etc. Ça, c'est pour l'espace, maritime. Et ensuite, vous avez l'espace spatial, où c'est l'aspect militaire, dans le sens où on va chercher à affirmer sa puissance. Donc, c'est l'aspect également diplomatique, politique, géopolitique, etc. On va chercher à affirmer sa puissance. Donc là, ensuite, on repasse à l'espace maritime, où pour vous donner un petit peu les puissances qui possèdent des armes, on va dire, enfin des engins ou des armes marines. Donc vous avez les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Chine, l'Inde, la Russie et l'Italie. Et donc dans l'ordre, c'est l'ordre dans lequel je vous ai donné, c'est l'ordre des puissances. C'est-à-dire que la première, c'est les États-Unis qui a 11 porte-avions, la France, là je vous ai donné dans un ordre chronologique en fonction de d'autres conditions, d'autres critères.
Mais en tout cas, au niveau des porte-avions, premier critère, les États-Unis en ont 11. Accrochez-vous bien, 11. La France en a 1. Le Royaume-Uni en a 2. La Chine en a 3. L'Inde en a 1. La Russie en a 1. L'Italie en a 1. Donc tout le monde en a 1. Sauf la Chine, qui s'est bien développée, qui en a 3. Le Royaume-Uni aussi, qui en a 2, ce qui est quand même plutôt bien. Et les États-Unis en ont 11, donc ce qui est énorme. Donc ils sont très puissants. Ensuite, SNLE, donc sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Donc les critères de cet outil, de ce grand engin, grand outil, c'est qu'il est indétectable au radar, avantage. Donc il est camouflé, camouflable, enfin irrépérable, transparent entre guillemets. Très difficile à neutraliser, donc quand on veut l'arrêter, etc., c'est très difficile parce qu'il est très puissant, donc il peut soit être, quand il attaque, il est très puissant, donc très difficile à neutraliser, ou alors quand on a envie de l'attaquer, justement, il est très dur à attraper, donc que ce soit pour attaquer ou pour défendre, il est dur à neutraliser. Donc deuxième avantage pour le SNLE en tant que tel. Ensuite, il a une autonomie de plusieurs mois en mission, donc il peut rester jusqu'à entre 4 et 6 mois. Donc vous imaginez, 4 et 6 mois sous l'eau, il arrive à tenir. Donc c'est un grand engin, quoi. Capacité de rejoindre d'autres bases assez rapidement. Donc les embarquements sont possibles à plusieurs endroits, donc ça dépend effectivement des conditions géographiques, etc., des ZEE, etc. Haute définition, l'arsenalisation, donc c'est créer un espace de stockage des armes et de munitions, donc ça se lie à l'aspect militaire. Arsenaliser, ça veut dire voilà, on va stocker armes et munitions dans un endroit. C'est créer un espace dédié à ce stockage d'armes et de munitions. Ensuite, donc là, je vais vous donner plusieurs exemples un petit peu historiques, politiques, géopolitiques, de tensions de coopération, plus ou moins chronologiquement, et à la fois de l'espace maritime et de l'espace spatial. Donc je vais vous donner plusieurs exemples. Donc, par exemple, en 1943, sous Reagan, les États-Unis ont lancé un programme visant à protéger l'espace d'une attaque de missiles. En 1967, vous avez le traité de la Lune. Vous avez le traité de l'espace, excusez-moi, en 1967 et le traité de la Lune en 1979, donc 12 ans après, qui interdisent, donc ces deux traités de l'espace et de la Lune, de placer justement des ogives, donc des armes et ogives nucléaires, sur la Lune ou dans l'espace. C'est traité. Donc ça permet, on interdit également, en fait, on protège tout de même le patrimoine spatial. C'est pour ça qu'on interdit de poser, d'établir des bases militaires lunaires ou spatiales et de stocker, de poser des ogives, des engins nucléaires, tout type d'outils, on va dire d'outils, de gros outils nucléaires. C'est interdit de les déposer en fait dans l'espace ou sur la Lune. Donc voilà, il va également y avoir des tests anti-satellites. Voilà, tests co-orbitaux, missiles anti-satellites, création de brouilleurs, donc d'armes de guerre électronique, donc le brouillage pour brouiller les ondes, etc. Donc ça permet de brouiller les pistes, brouiller la position, brouiller la communication. C'est brouiller dans le sens de la détruire. Armes à énergie dirigée, donc micro-ondes. Donc c'est pas un micro-ondes pour faire griller votre viande, hein. C'est pas ça, c'est vraiment des ondes microscopiques entre guillemets, mais qui sont très puissantes. Ou des laser-ondes, donc des ondes en laser qui tuent, quoi, qui détruisent, qui sont très, on va dire, très puissantes, très chaudes, très violentes. Haute date, donc là pour l'aspect maritime. En 1955, l'URSS lance le premier sous-marin, donc le Nautilus, on l'envoie pour des missions pendant la guerre froide. En 1958, donc il y a le premier sous-marin soviétique qui est lancé, qui est envoyé. En 1960, l'USA, donc Washington, envoie son premier SNLE, puis ça va être l'URSS. Donc en fait, à chaque fois, vous voyez, on passe USA, URSS. Donc en fait, dès qu'il y a les USA, donc les États-Unis, qui développent quelque chose, les URSS vont se dépêcher pour le développer, mais en mieux. Et à l'inverse, dès que l'URSS développe quelque chose rapidement, et ben en fait, les USA et les États-Unis vont chercher à le développer encore plus rapidement. Donc vous savez, il y a toujours ce système un petit peu de concurrence, un petit peu de jalousie, c'est le cas de le dire, une forme de jalousie entre d'un côté le bloc de l'Ouest, les États-Unis, et de l'autre côté, donc ça pendant la guerre froide, l'URSS, bloc de l'Est. On en revient à l'aspect spatial avec la première femme envoyée dans l'espace, donc c'est par la Russie, c'est Valentina Tereshkova en 1963. Il y a Sputnik en 1957, le premier satellite, et on l'a déjà vu, la chienne Laika, donc premier être vivant, donc premier animal, mais c'est quand même le premier être vivant, être envoyé dans l'espace.
par toujours les États-Unis. Ensuite, autre date, donc en 1968, Apollo 8 est lancé, donc c'est le premier vol habité en orbite. Et vous avez, donc c'est par l'URSS, et Apollo 11 par les États-Unis en 69, avec Neil Armstrong et Aldrin, qui sont envoyés dans l'espace pour y vivre, entre guillemets, pour une mission spatiale. En 1971, vous avez Salyut 1, première station spatiale qui est mise en orbite et qui est créée, une première station spatiale russe, enfin de l'URSS. Et en 1973, vous voyez, c'est toujours cet esprit de jalousie, concurrence. Donc 2 ans après, il y a Skylals, excusez-moi pour l'accent, Skylals ou Skylals, première station spatiale américaine. Donc cette fois-ci, c'est toujours la concurrence URSS-Amérique, mais là, on passe à l'Amérique. Donc le but des conquêtes spatiales, donc dès les premières conquêtes, c'est voilà, de montrer sa puissance, de s'affirmer et de se concurrencer sur l'aspect économique, donc les dépenses, aspect technique, l'évolution, aspect politique, géopolitique, etc. Entre ces deux grandes puissances. Et donc tout ça, ça rentre dans un aspect chronologique, dans un aspect historique. Et donc toujours dans cet aspect économique, bon, c'est un peu des redits, hein, des répétitions que je vous fais, mais les budgets spatiaux augmentent fortement. Par exemple, entre 1962 et 1966, dans l'espace de 4 ans, le budget de la NASA est passé de 0,2% à 0,8%. Donc il a augmenté de 0,6% dans le budget mondial, enfin des États-Unis. Ça prend quand même une part et surtout ça augmente. On passe de quasiment rien à quelque chose qui commence à prendre l'importance. On se dit, c'est même pas 1%, c'est rien. En fait, ça peut être des grandes valeurs, c'est dans des milliards d'euros. Comme on l'avait vu en 2023, budgets spatiaux mondiaux, pour rappel, on est à 117 milliards de dollars. Et donc avec les États-Unis qui, donc si je l'avais dit, 26 milliards de dollars, et la Chine 10 milliards de dollars. Bon, c'est en 2022, mais ça montre l'importance des puissances. Donc en fait, le 0,2%, on se dit, en fait, c'est rien pour les États-Unis, mais ça peut représenter justement ces 26 milliards de dollars, ce qui est juste énorme. Ensuite, donc, autre puissance qui se développe donc dans l'aspect spatial, c'est en Europe, donc avec l'USA en Allemagne, où en 2023, le budget était de 7 milliards d'euros, budget employé pour la conquête spatiale. Donc, l'Union européenne se développe. Il y a d'autres budgets qui ont évolué en fonction des années, mais les puissances se développent. Donc les États-Unis, VS, l'URSS, VS, la Chine, parce que la Chine, elle a fait comme ça, elle a bien monté. Et bientôt, on pourrait dire VS, l'Europe, qui monte un peu plus lentement, qui a une croissance un peu plus lente que la Chine, enfin même actuellement beaucoup plus lente, mais qui évolue quand même un peu, surtout dans ce domaine spatial, notamment par les dépenses et par sa base, on va dire, spatiale, donc la NASA européenne, qui est située à Cologne, si je ne dis pas de bêtises, en Allemagne. Donc l'ESA, par l'ESA. Vous avez la NASA, c'est américain, et l'ESA, c'est européen. Donc en fait, ESA, ça doit se définir, donc, enfin plutôt à l'inverse, ça doit être plutôt ASE, Agence Spatiale Européenne, quelque chose comme ça. Donc, voilà, toujours dans l'exploitation on va dire de la zone, enfin des mers et océans, donc l'espace maritime et l'espace spatial. Au début, donc là, on parlait des États, on parle de la NASA, l'ESA, etc., donc des entreprises, entre guillemets, d'États, enfin des grands groupes ou les États de manière politique qui exploitent ces espaces. Et ben en fait, maintenant, donc ça c'est l'évolution, il y a des agents privés, des entreprises privées qui se développent. Donc par exemple, SpaceX, l'entreprise SpaceX, c'est pas la NASA, mais c'est une entreprise privée donc créée par et dirigée par Elon Musk, qui donc cherche à développer donc l'exploitation de l'espace et notamment cherche à créer les habitations sur Mars. Donc voilà, en tout cas, c'est pour vous dire, nouveau point, apparition d'acteurs privés, donc d'entreprises privées, de groupes privés, dans l'exploitation des espaces maritimes ou spatiaux. Et toujours dans l'aspect spatial, il y a aussi donc d'autres puissances qui apparaissent, donc le développement de l'Inde, du Japon, donc commerce, échange d'armes d'ogives nucléaires, d'engins, donc il y a du commerce avec ces pays, et surtout la Chine qui devient de plus en plus puissante, donc il y a 340 navires, 6 SNLE, 6 SNA, 48 sous-marins d'attaque à propulsion au diesel, donc elle se développe rapidement. Donc au début la Chine on n'en parlait pas trop, pendant la guerre froide c'était surtout URSS, VS, enfin du coup bloc de l'Ouest, donc pour vous ici, parce que moi c'est l'inverse, l'effet miroir on va dire. Donc pour vous c'est bloc de l'Ouest,
USA et bloc de l'Est URSS, mais on parlait pas de la Chine. On parlait vraiment que de l'USA et l'URSS. Et ben maintenant, on parle de la Chine. L'arrivée de la Chine qui se développe économiquement, politiquement, enfin qui devient très puissante. Donc maintenant, on entre dans la deuxième partie de ce grand thème, un petit peu des espaces maritimes et espaces spatiaux, enfin l'espace spatial. Donc on va étudier d'autres points. Par exemple, je vais vous donner des définitions. Déjà, ZEE, donc c'est zone économique exclusive. C'est seuls les pêcheurs du pays ont le droit de pêcher avec autorisation. Donc, par exemple, la ZEE, dans la ZEE française, bah, seuls les pêcheurs français peuvent pêcher. Voilà. Enfin, c'est pas la définition de la ZEE, hein, mais c'est une condition. En tout cas, voilà, vous l'aurez compris que la ZEE, c'est la zone économique exclusive, donc c'est l'espace maritime qui est rattaché à un État, donc qui lui appartient, dans lequel il peut exercer une activité économique. Donc c'est une des définitions possibles. Et donc par conséquent, l'exemple des pêcheurs, c'est une activité économique puisqu'ils prélèvent les ressources présentes, les ressources halieutiques présentes, pour les cuisiner, enfin les vendre, donc pratiquer une activité économique, donc du commerce. Définition d'espace, donc portion de la surface terrestre. Un espace, c'est une portion de la surface terrestre. Donc là, on s'intéresse surtout sur la surface terrestre. Quand une fois on parle d'océan, de mer et océan, donc l'espace maritime, on est dans le globe, on est sur la Terre. On ne parle pas des autres planètes, on ne parle pas de l'espace. Définition de territoire, donc une des définitions, c'est un territoire délimité par un acteur. Donc, c'est la planète, donc c'est le monde. Mais donc, après, il y a plusieurs acteurs. Là, maintenant, on est dans un effet de. Actuellement, donc contemporainement, on est dans un effet de multipolarisation. Il y a plusieurs pôles. En tout cas, voilà, l'acteur qui le dirige, donc par exemple la portion de territoire, donc exemple une ZEE ou une autre partie du territoire mondial, c'est un acteur, donc un État, une entreprise qui exploite le territoire et donc par conséquent, il s'en approprie l'autorité, il en a l'autorité. Mais évidemment, il y a des limites. Par exemple, si la France on veut exploiter les ressources présentes au-delà de ses ZEE, bah là, elle est en tort parce qu'elle n'est plus dans son espace. Elle a dépassé son espace. Elle a dépassé les limites. Donc la ZEE, on estime que c'est jusqu'à environ 200 miles. Donc je vous laisserai faire en exercice de maths la conversion. Donc ça, c'est la ZEE. Et ensuite, au-delà de la ZEE, l'espace où on n'a plus le droit de pêcher, mais qui est prolongé, donc une zone un peu plus intermédiaire, c'est jusqu'à 350 miles. Donc pareil, je vous laisserai faire la conversion des miles en kilomètres pour vous donner une idée. Donc miles, si vous voulez, c'est une unité pas vraiment internationale, mais c'est une unité nautique, marine et anglaise surtout. À titre informatif, la ZEE française vaut une valeur de 10 millions, accrochez-vous bien, 10 millions de kilomètres carrés. Donc en fait, la surface de la ZEE est de 10 millions de kilomètres carrés, ce qui est quand même énorme. Donc, vous pouvez convertir entre guillemets en hectares ou en miles, ça fait beaucoup. Et donc, tant mieux pour nous. Et donc, au-delà de la ZEE, en fait, la zone un peu plus loin, on appelle ça la haute mer. Voilà, pour titre informatif. Donc, on vient de dire que dans la ZEE, la pêche était autorisée, mais pas au-delà. Donc, en haute mer, c'est pas autorisé. Mais en 1970, l'ONU fait le patrimoine commun de l'humanité. Et à partir de cette date, en 1970, l'ONU autorise, donc dans ce cadre un petit peu de bien commun, de communion de l'humanité, donc bien commun, rendre une forme d'égalité, de communauté mondiale entre les hommes, hommes avec un grand H évidemment, et ça autorise, l'ONU légalise la pêche en haute mer, donc au-delà de la ZEE. Mais par contre, aucun État n'en est vraiment le propriétaire. C'est un peu à tous les États. C'est-à-dire que les ZEE, ça appartient à un État, mais au-delà, donc la haute mer, c'est à plusieurs États. Ensuite, donc toujours dans ce thème un petit peu, donc cette partie donc sur les océans, etc. Je vais donner quelques dates. Donc il y a un traité qui a été signé entre le Royaume-Uni et l'URSS en 1967, donc traité multilatéral signé. Donc voilà, il y a aussi les États-Unis. Hein. Donc voilà, donc c'est en lien. Le fait, c'est un traité qui souligne l'absence de propriété de la haute mer, justement. Donc c'est lié, c'est que, voilà, on ne peut pas. Il n'y a pas un État qui est propriétaire de la haute mer, mais ça se partage. La haute mer, si vous voulez, est un bien commun, est un bien partagé par plusieurs États. Donc par exemple, les ressources halieutiques qui sont présentes dans sa haute mer sont partagées par les différents États. Donc les différents États peuvent chacun exploiter cet espace, donc la haute mer, mais avec un quota. Par exemple, chacun va leur mettre n'importe quoi. C'est un exemple, mais un quota de 1000 poissons de pêche. Donc imaginons que ça se partage entre 3 États.
bah, ça fait donc 3000 poissons qu'on peut pêcher, et 1000 chacun. Donc voilà. Donc c'est un quota, parce que s'il y en a un qui en prend 2000, et du coup il en reste 1000 à partager entre deux autres, bah, du coup il y en a un qui en aura beaucoup, et les autres n'en auront que 500. Du coup ce sera une inégalité, donc une surexploitation inégale, qui conduit à des inégalités. Autre événement, donc vers les années 60-70, entre bah, les différents grands acteurs, hein, donc l'Europe avec la France, les États-Unis, l'URSS, etc. Ils vont s'allier sur quelques missions. Enfin, donc pas tous, mais en tout cas la France va être alliée avec l'URSS. Après les États-Unis, donc ils vont être opposés à l'URSS, mais au fur et à mesure du temps, enfin, ce que je veux dire, c'est que cette relation va évoluer. C'est-à-dire que il y a les tensions pendant la guerre froide entre, d'un côté, donc l'USA, enfin les États-Unis, et de l'autre côté, les URSS, mais il va quand même avoir une collaboration, donc une coopération entre la France et l'URSS, et après les USA, donc après cette période de guerre froide, ils vont tous un peu collaborer, plus ou moins en concurrence, sur ce domaine maritime, mais surtout spatial. Et il va y avoir l'arrivée de nouveaux acteurs, donc là ça va créer un peu plus de concurrence, pas forcément de tension, mais de concurrence, et c'est toujours aujourd'hui, avec la montée, on va dire, remarquable, on peut dire la remarquable montée, la montée massive de la Chine. Et donc les coopérations que j'expliquais peuvent être d'ordre technologique, donc échange d'engins, vente, commerce, etc. Ça peut être politique, donc des alliances sur l'aspect un peu politique, géopolitique. Donc en fait voilà, c'est une coopération qui se manifeste sur divers points.